Cette nuit-là, les autorités américaines et mexicaines s'apprêtent à arrêter le plus grand baron de la drogue, le Mexicain Joaquim Guzman, surnommé El Chapo. Un homme traqué sans relâche depuis plus de 20 ans et qui vient d'être repéré avec ses hommes dans l'ouest du pays. Ses téléphones étaient tracés. Les Marines mexicains avec la DEA, l'agence antidrogue américaine, l'ont localisé et ont décidé de lancer un assaut. C'était l'une des personnes les plus recherchées au monde. Son cartel était considéré comme la plus grande organisation de narcotrafic. Il produisait 10 tonnes de cocaïne par mois. L'organisation d'El Chapo était basée sur la violence, l'intimidation et la corruption. C'est un psychopathe comme Pablo Escobar. Un homme capable d'autant de violence envers l'être humain ne mérite pas de vivre dans mon monde. Au petit matin, les Marines lancent l'assaut sur la villa. Une scène de guerre urbaine, comme le pays en connaît beaucoup depuis l'essor des cartels mexicains. Quand ils entrent dans la maison, l'enfer se déchaîne. Il y a des tirs d'armes automatiques qui transpercent la maison. Les balles pénètrent dans les murs, les corps. Les gens meurent. Il y a du sang et des trous partout dans la maison. Pourquoi utiliser les Marines mexicains? Parce que les cartels avaient un armement militaire et ils voyageaient avec une grosse équipe de protection. Ces organisations sont très bien armées, bien plus que l'armée et la marine nationale. Les Marines tuent 5 gardes et interpellent 4 proches d'El Chapo. La colonne progresse dans la maison, mais le baron de la drogue reste introuvable. El Chapo prenait toujours ses précautions, donc il avait prévu un plan d'évasion. Il s'était réfugié dans une maison de laquelle partait un tunnel qui menait aux égouts de la ville. Ils sont entrés dans les égouts. Mais toute la ville était encerclée par les Marines mexicains et il a été capturé. Esta mañana, integrantes de las instituciones de seguridad lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Esta acción es resultado del trabajo permanente de valiosos elementos. Se abocaron a cumplir la misión que les ordené, recapturar a este criminal y presentarlo ante la justicia. Un an plus tard, El Chapo est extradé vers les États-Unis. C'est ici qu'il sera jugé pour trafic de drogue, torture et assassinat. Les Mexicains ont voulu envoyer un signal de coopération juste avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Il faut rappeler que l'extradition a eu lieu 24 heures avant son investiture. Durant son procès, El Chapo reste sous haute surveillance. Il est déjà l'auteur de plusieurs évasions au Mexique. Ce procès, c'est le procès du siècle. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand trafiquant de drogue du monde.
de l'histoire même. Depuis l'arrestation d'El Chapo, une dizaine de cartels se partagent le marché de la drogue au Mexique. Un trafic qui génère près de 20 milliards de dollars de profit et pour lequel les cartels s'affrontent très violemment. C'est la deuxième guerre la plus meurtrière dans le monde. Elle a déjà fait plus de 30 000 morts en 2018. On disait que c'était l'équivalent d'Oussama Ben Laden, mais dans le milieu de la drogue. Personne n'a jamais réussi à s'échapper de là. Je prends ma radio et je crie « Vive la Colombie, Pablo Escobar est mort ». El cartel ha ocasionado una de las más sangrientas olas de violencia jamás vividas en el país. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Il n'y avait pas assez de place dans les réfrigérateurs de la morgue de Miami. Tout le monde plantait là-bas, même le commissaire il plantait, même les curés plantaient. Toi, tu avais 5 kilos. Moi, j'avais 15 kilos. Et toi, combien tu avais? Moi, j'avais 30 kilos. Tout commence à Marseille, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Cette nuit-là, sur le Vieux-Port, des trafiquants préparent une livraison de drogue. Près de 13 kilos d'héroïne à destination des États-Unis. Une quantité énorme pour l'époque. À la tête de ce réseau, la mafia corse, et plus particulièrement, les frères Guérini. Les Guérini font partie de ces familles corses de la pègre qui sont très implantées à Marseille, qui donc ont une polyvalence d'activités criminelles. Dès les années 30, ils ont compris, comme une dizaine d'autres clans corses de l'époque, que celui qui rapporte le plus d'argent, c'est le trafic de drogue. C'est d'abord avec la prostitution que les frères Guérini ont fait fortune à Marseille durant l'entre-deux-guerres. Mais ils ont très vite trouvé un autre intérêt à la cité phocéenne. Son port international, propice au trafic, et en particulier à celui de l'héroïne, la nouvelle drogue à la mode. L'héroïne, c'était un truc que tout le monde faisait. Il fallait être là-dedans. Et si on n'était pas là-dedans, c'est qu'on avait des pots de saucisson devant les yeux. Il y avait pas mal de Corses, mais c'était ça où garder les chèvres. Il y en a qui ont préféré faire de la cam. Les frères Guérini lancent leur trafic en toute sérénité, bénéficiant de solides protections politiques. Ils avaient fait la guerre de 40, et ils avaient eu pas mal de collections dans les politiques et tout ça. Ils avaient de très grosses touches avec la police. Non, ils étaient bien en place. Hein. Après quelques semaines de mer, le Saint-Tropez, le navire affrété par le réseau des Guérini, débarque à New York. Mais les douaniers américains ont été informés de son arrivée et connaissent la nature de la cargaison. Ils fouillent entièrement le bateau et font leur première prise d'héroïne en provenance de France. Sur le Saint-Tropez, il y avait environ 13 kilos d'héroïne de qualité. Elle était planquée dans du linge et des serviettes, au milieu de marchandises légales. Dès les premières grandes livraisons d'héroïne aux États-Unis, les policiers américains commencent à être alertés. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que, quand ils saisissent une cargaison, d'une part, elle vient de Marseille, d'autre part, la plupart des trafiquants arrêtés sont des Corses, et qu'ils sont en de mèche
avec la mafia de New York, avec la mafia sicilo-américaine extrêmement puissante. La signature, les ingrédients et les impuretés montraient le lien avec la French Connection. La French Connection, c'est le nom donné à ces premiers trafiquants français. Les Américains les ont identifiés, mais au lieu de les traquer, ils vont chercher à les utiliser. Car au même moment, la CIA a les yeux braqués sur la France pour une toute autre raison. Des grèves et des manifestations embrasent le pays, et notamment le port de Marseille. Des grèves organisées par les communistes, principale cible des États-Unis à l'époque. Les Guérini ont été utilisés pour arrêter les grèves. Ils devaient protéger le port. Et ils avaient pour consigne de se débarrasser des communistes. La CIA va envoyer des hommes de main qui ont de l'argent pour créer des syndicats anticommunistes à Marseille. Et donc va se lier, dans les années 47-48, une connexion assez forte entre les gros bras et les frères Guérini et la CIA. Les Guérini acceptent d'aider la CIA à chasser les communistes de Marseille. En échange, ils continuent leur trafic et gardent le contrôle du port. Avec une façade légale, plein de boîtes de nuit, de discothèques, de bars, et puis des activités illégales qui sont notamment le trafic de drogue. La CIA est opportuniste. Depuis 1945, elle était focalisée sur la lutte contre le communisme. À ce moment-là, elle ne prenait pas le problème de la drogue très au sérieux. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné aux Guérini un permis de trafiquer de l'héroïne. Mais c'était au prix de milliers de morts aux États-Unis. Pendant 2 décennies, les Guérini et leurs partenaires de la French Connection s'enrichissent grâce à l'héroïne et jouissent d'une certaine impunité en France. Mais dans les années 70, le vent va tourner. Depuis son élection, le nouveau président américain Richard Nixon a fait de la lutte contre la drogue son cheval de bataille. Ce jour-là, il s'apprête à prononcer un discours en ce sens devant le Congrès. Nixon était inquiet à propos de la drogue et de l'héroïne en particulier. D'abord parce que ce trafic engendrait de la délinquance. C'était une vraie préoccupation des politiques et de l'opinion publique, mais aussi parce que pendant la guerre du Vietnam, les soldats américains étaient devenus accros à l'héroïne. Et à ce moment-là, il a déclaré la guerre à la drogue. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. I have asked the Congress to provide the Pour Nixon, la France est le principal fournisseur de cette drogue qui fait des ravages aux États-Unis. Et il ne cesse de le répéter au président Pompidou par la voie diplomatique. Comme ils ont établi que 80% de l'héroïne qui arrive aux États-Unis passe par la France, évidemment, ils vont mettre la pression sur la France de Georges Pompidou. Le directeur du bureau américain des narcotiques est même venu tenir des propos incendiaires dans un journal provençal. Il dénonce l'inaction et la complicité des autorités françaises. La déclaration de Cusack était un coup monté. Washington savait ce qu'il allait dire. Il savait ce qu'il préparait. Et il pensait que cela aiderait la police française à obtenir les moyens qu'elle n'avait pas.
Cette pression va faire en sorte qu'on va nommer des nouveaux policiers en charge de la lutte antidrogue à Marseille. Les meilleurs policiers français sont alors mobilisés. Ils viennent tous de Paris pour éviter toute collusion avec le milieu marseillais. Jacques Thibault, de la brigade criminelle, fait partie de cette équipe de choc envoyée à Marseille. Je suis dans mon bureau. À peine quelques minutes après mon arrivée, le téléphone sonne et « Allô, monsieur Thibault, j'envisage de partir à Marseille entouré de 10 fidèles soldats dont vous feriez partie. » Et patron, moi les stupes, je connais pas. Il dit nous non plus et on connaîtra sur place. Ben, j'ai dit banco, ok, on descend sur Marseille. En février 1972, la police française frappe un premier coup en saisissant le Caprice des Temps, un navire de la French Connection. Ils ont sondé le bateau, ils se sont rendus compte qu'il y avait une cache, il y avait une plaque de ciment, ils ont cassé la plaque de ciment et là ils ont trouvé 400 kilos d'héroïne. Là c'est la plus grosse saisie de drogue quand même, hein. 400 kilos c'est énorme. Sur le port de Marseille, les trafiquants évaluent leurs pertes. Quand ils arrêtent ce Caprice des Temps, le soir, tout le monde se concerne. J'avais 5 kilos, moi. Alors, toi, tu avais 5 kilos? Ouais. Moi, j'avais 15 kilos. Et toi, combien tu avais? Moi, j'avais 30 kilos. Moi, j'avais 8 kilos. L'un des propriétaires du bateau, le trafiquant Laurent Focchioni, a été arrêté aux États-Unis 4 mois plus tôt. C'est depuis sa cellule qu'il apprend la nouvelle. J'étais en prison. On a su par la télévision américaine. J'étais un peu triste quand même. Parce que c'était mon bateau, c'était... Puis j'ai perdu des sous là aussi, parce que j'aurais touché quelque chose. La douane était sûre que le bateau était chargé, parce que la ligne de flottaison était dans l'eau, donc le bateau, c'est pas normal. C'était une erreur. Il fallait refaire la ligne de flottaison. C'est la fin de l'impunité pour les hommes de la French. La police française est désormais à leur trousse et elle ne va pas les lâcher. Un mois plus tard, la brigade marseillaise s'apprête à arrêter un homme d'une importance capitale pour les trafiquants. Le chimiste Joseph Césari, le meilleur fabricant d'héroïne, made in France. Joe Césari, c'était un brave mec. Moi, je l'ai respecté, je l'aimais beaucoup. C'était un très bon chimiste. La meilleure canne qui sortait, c'était celle qui était fabriquée par Césari. Elle était pure et pas coupée du tout, quoi. Les sachets qui arrivaient en Amérique avaient une couleur de scotch qui indiquait l'origine. On savait que c'était celle de Césari. Le chimiste a été localisé dans un laboratoire clandestin. La police est prête à intervenir. Les laboratoires, ils étaient bien cachés dans la région de Marseille. Vous savez, souvent dans des villas, tout à fait anodines, avec des gens qui étaient totalement passe-partout. On encercle la villa et on pénètre dedans. Et là, à l'intérieur, un laboratoire en parfait état de marche. Et dans un placard, des sacs conditionnés, 100 kilos d'héroïne. Le chimiste n'a pas le temps de s'enfuir. Son arrestation va mettre à mal tous les trafiquants qui dépendent de sa marchandise. Pour Laurent Focchioni, détenu aux États-Unis, cette arrestation marque la fin de la French. Il risque gros s'il attend en prison. Alors, il décide de s'évader. Il m'avait donné un travail dans un couloir. On passait la machine là, pour faire briller. Il y avait cette porte là. Je me suis amusé à prendre l'empreinte de la porte avec de la mie de pain. Et avec ça, j'ai fait les clés. Avec ces fausses clés, il monte un plan d'évasion avec d'autres détenus et finit par passer à l'action. Ce jour-là, je suis resté plus de 15 minutes pour ouvrir la porte. Je croyais que je n'allais pas pouvoir l'ouvrir.
Sûrement le stress, c'est pas moi. Et voilà, on a passé les portes. Il y avait un camion qui nous attendait pour changer de vêtements, parce que vous savez qu'aux États-Unis, vous avez l'uniforme. On s'est changé, et voilà, j'ai même une perruque, j'avais, vous voyez. Le trafiquant finit par réussir à s'échapper des États-Unis. Mais pour lui, pas question de retourner en France. Sa cavale, il la fera en Amérique du Sud, où une autre drogue est en train de devenir populaire, la cocaïne. Le pilote devait nous emmener au Mexique. Et au dernier moment, il a dit non, au Mexique, je ne peux pas vous emmener, mais si vous voulez, je vous emmène en Colombie. Ah, quel bout tu veux, mais emmène-nous le plus rapidement possible. Débarqué dans la jungle colombienne, le Français cherche rapidement à entrer en contact avec les trafiquants locaux. Vous êtes recherché. Dans quoi vous allez travailler? Avec quel papier? Vous êtes obligé de faire quelque chose d'illégal. Hein. C'est la seule chose pour vivre. J'ai été avec un ami à moi qui était chimiste et tout. Et il m'a mené, il m'expliquait, j'ai appris avec lui tout ça. Et ça me plaisait. Donc je me suis mis dans la cocaïne. Je m'amusais tous les soirs. Il n'y avait pas de télévision, pas de radio, rien du tout. Puis j'avais la matière première, hein, sous la main. Donc tous les soirs, je m'amusais à faire ci, à faire ça, je trouvais des trucs. En Colombie, la feuille de coca qui sert de matière première à la cocaïne pousse partout et tout le monde la cultive. Quand j'étais dans la jungle, j'ai planté, ouais. Mais tout le monde plantait là-bas, même le commissaire il plantait. Même les curés ils plantaient. Le juge, tout le monde avait sa plantation. C'est depuis ce nouvel Eldorado qu'un nouveau trafic va se mettre en place avec l'aide de quelques anciens de la French. Au début des années 70, cette nouvelle drogue, la cocaïne, séduit les milieux branchés, les artistes, les publicitaires, les banquiers. Aux États-Unis, c'est une femme, une Colombienne, qui développe le marché. Elle s'appelle Griselda Blanco. Là où elle a grandi, à Medellín, c'était le Far West. Une zone de non-droit, avec prostitution, jeux, bars. On trouvait tout ça là-bas. Je l'ai connue avant qu'elle n'entre dans le narcotrafic. Elle a dû beaucoup se battre pour sortir de la pauvreté. On voulait les plus belles maisons, les plus beaux vêtements, des parfums, des bijoux, des voitures. On voulait posséder, posséder, posséder. Griselda Blanco est installée à New York depuis 1968. Implantée dans le Queens, le quartier des Colombiens, elle y développe son trafic. On l'appelle la pionnière de la cocaïne, parce que quand elle a commencé à cheminer de la cocaïne dès 1972, il n'y avait pas beaucoup de demandes. Son premier mari avait beaucoup de contacts avec différents trafiquants qui acheminaient des petits volumes de drogue aux États-Unis. Pour distribuer sa drogue, Griselda Blanco dispose d'une dizaine de revendeurs sur New York. Et pour l'acheminer depuis la Colombie, elle a imaginé un astucieux moyen. La drogue est transportée par avion sur des lignes régulières, dissimulée sur des passagers insoupçonnables
On les appelle les mules. C'est à Medellín, point de départ de sa marchandise, que Griselda Blanco trouve l'idée de la cacher dans les sous-vêtements de ses complices. Quand elle était enceinte, elle portait un soutien-gorge de maternité. Et elle s'est dit, mais c'est génial, je peux mettre plein de choses dans ce soutien-gorge. Et donc, quand une mule portant ce soutien-gorge arrivait à New York, elle avait l'air très naturelle. Et cela la stressait moins, parce qu'elle avait l'impression de passer inaperçue. Ça leur permettait d'attirer moins l'attention et de faire passer un plus gros volume de drogue. En Colombie, une dizaine de mules travaillent pour elle. Et elle n'a aucun mal à recruter. Ici, en Colombie, les femmes ne sont pas bien rémunérées. Donc, quand on leur propose de récupérer la drogue et de la faire passer aux États-Unis, en échange de beaucoup d'argent, elles acceptent sans réfléchir. Et c'est parti. Leur mission est assez simple. Elles doivent faire des allers-retours en avion pour les États-Unis. À New York, les agents des douanes connaissent l'existence de ces mules, mais ne savent pas qui les utilise. Ce jour-là, l'agent Bob Palumbo a mobilisé toute son équipe. Il veut interpeller l'une de ces femmes et tenter de lui soustraire l'identité de son commanditaire. Griselda, comme les autres trafiquants, était très intelligente. Quand elle avait une mule qui allait atterrir à l'aéroport JFK à New York, elle ne lui disait pas qui allait venir la chercher. Donc, quand nous arrêtions une mule, même si elle acceptait de coopérer, elle ne pouvait rien nous dire, à part « Je suis censé aller à cet hôtel et attendre ». Il y avait une loyauté envers Griselda de la part de ces mules, parce qu'elles étaient bien encadrées. Si quelque chose leur arrivait, elles savaient que leur famille en Colombie serait prise en charge. Je pense qu'elles auraient préféré dire que c'était Mickey Mouse qui dealait la drogue plutôt que Griselda. Jusqu'à ce que Carmen et Gloria Cabane commencent à nous révéler la hiérarchie de l'organisation. Deux mules interpellées acceptent de coopérer avec les douaniers. Et elles finissent par citer le nom de Griselda Blanco. Bob Palumbo est alors nommé à la DEA, l'agence antidrogue américaine, et Griselda Blanco devient son obsession. Surnommée la marraine, elle vient d'être inculpée avec 36 de ses complices dans une grosse affaire de cocaïne. Mais la Colombienne reste en fuite. Elle était une cible prioritaire dans le trafic de cocaïne, dont nous commencions à comprendre qu'il allait poser de vrais problèmes. Bob Palumbo était un agent de la DEA très dévoué. Il était obsédé par l'idée d'attraper Griselda. Il s'en était fait la promesse. Batman avait le Joker, Superman avait Lex Luthor, Griselda avait Bob Palumbo. L'agent Palumbo est persuadé que Griselda Blanco est retournée en Colombie. Elle se serait associée à un autre trafiquant, le chef du cartel de Medellín, un certain Pablo Escobar. Je le décrirais comme un psychopathe. Quelqu'un de très charismatique qui incitait les gens à faire ce qu'il leur demandait. À 14 ou 15 ans, il disait que s'il n'avait pas $1 million à l'âge de 20 ans, il se
Pablo Escobar a fait fortune à 26 ans, grâce à d'importants réseaux de contrebande et à une police locale corrompue. Pablo a réussi à créer toute cette organisation en gagnant une vraie crédibilité. Tout d'abord, il gérait bien son argent, il obtenait des crédits, il les remboursait toujours avant la date butoir. Ça lui a permis de gagner une réputation de bon payeur et de bâtir son immense fortune. Mais après sa rencontre avec Griselda Blanco, il décide de se lancer dans la cocaïne. Pablo Escobar a pris contact avec Griselda Blanco. C'est elle qui l'a conduit au trafic de cocaïne. Quand la demande a vraiment augmenté, c'est Pablo Escobar qui a pris le relais et développé une nouvelle méthode pour acheminer de plus gros volumes de drogue dans notre pays. Pour inonder le marché américain, Escobar veut aussi le meilleur produit. Pour cela, il fait appel à un ancien de la French qui commence à se faire une petite réputation en Colombie, le chimiste Laurent Focchioni. J'ai rencontré un peu bizarrement Pablo Escobar. Vous arriviez, dans la première pièce, il y avait 200 ou 300 personnes pour passer jusqu'à son bureau. Quand je suis arrivé, il était en train de s'amuser avec une fille. Il m'a fait attendre 2 heures. Je n'avais presque envie de me lever et de m'en aller. Mais comme c'était un peu trop dangereux, j'ai attendu. Il était pas mal comme mec. Mais c'était un mec normal, hein. Jovial, il rigolait, c'était un mec très sympathique. Après, j'ai même travaillé sans. Pas lui directement, mais des gens qui travaillaient avec lui. Je savais que c'était pour lui. Hein. Escobar a désormais ses propres laboratoires qui tournent à plein régime. Il est temps pour lui de se positionner en baron de la drogue. À Medellín, Escobar ne craint rien. Sa fortune lui permet d'acheter la police locale et de construire en toute impunité un lieu de démesure à l'image de sa folie, l'Hacienda Nápoles. La maison était magnifique. Il y avait une belle piscine devant, des bungalows partout, une piste d'hélicoptère, la télévision satellite. Dans différentes parties, des rivières traversaient la propriété. Le roi de la cocaïne s'est acheté 3000 hectares au sud-est de Medellín pour se construire ce véritable royaume. 6 piscines, 27 lacs artificiels, entourés par une flore et une faune exotiques importées d'Afrique. L'Hacienda Nápoles était un paradis. Pablo Escobar y a implanté 15 000 animaux vivants. Il avait acheté un avion dans lequel on pouvait transporter des animaux et les faire venir d'Afrique. L'Hacienda Nápoles était un lieu splendide, grâce aux 600 employés qui s'en occupaient chaque jour. Et le dieu vivant de ce paradis s'appelait Pablo Escobar. Escobar a grandi dans les quartiers pauvres de Medellín. Et il veut désormais afficher son insolente réussite. Je suis petite, j'ai 10 ans, entre 10 et 14 ans. Toutes les choses que tu penses en ce moment qui existent, ça arrive immédiatement à l'Hacienda Nápoles. Nous montons dans l'hélicoptère il commence à monter et sauter à la piscine. Ça, c'est, quand je suis petit, ça, c'est le jeu préféré que j'ai fait avec tous les enfants de la famille Escobar Gaviria. L'Hacienda Nápoles devient le repère du cartel. Et ils en profitent pour narguer impunément les autorités américaines impuissantes. On entendait parler de soirées qui pouvaient durer 5 jours d'affilée. Il amenait des groupes de musique différents toutes les 3-4 heures, des prostituées, tout ça en avion. Il y avait environ 1 kilo de cocaïne sur chaque table.
Je dirais que c'était la vitrine de Pablo Escobar. Il était très fier de son hacienda, d'y inviter des gens et de montrer sa richesse. Ça fait cliché, mais c'est quelque chose que l'on ne voit normalement qu'au cinéma. Pablo Escobar était le roi et il voulait montrer aux trafiquants qu'il avait le pouvoir. Si on ne lui obéissait pas, il n'hésitait pas à tuer. Je me souviens de panneaux dans les laboratoires disant « Si je vous attrape en train de consommer le produit, je vous tue ». À cette époque, Laurent Focchioni travaille donc régulièrement pour Escobar. Il a son propre laboratoire dans la jungle et reçoit régulièrement la visite de ses hommes. Au-dessus du campement, on voit un avion qui tourne, c'est comme ça qu'ils font. Ils bougent les ailes et tout, donc on sait que c'est pour nous, il faut aller à la piste. Pour acheminer la drogue aux États-Unis, le cartel a acheté une toute petite île au large de Miami, Norman's Cay. Elle devient sa plateforme de transit entre la Colombie et la Floride. Cette île jouait un rôle très important pour le trafic de cocaïne, parce que beaucoup d'avions arrivant de Colombie pouvaient y atterrir. En fin de semaine, des centaines de petits voiliers ou de yachts arrivaient de Miami pour récupérer la cocaïne. Il n'y avait ainsi aucun contrôle de douane à passer. Les embarcations accostaient près d'une plage et on y chargeait la cocaïne. Pablo Escobar a choisi la route la plus courte, celle des Caraïbes. Avec ses avions privés, il peut transporter de plus grandes quantités que ses prédécesseurs. Il inonde rapidement le marché et se constitue une fortune colossale. Produire 1 kilo de cocaïne coûtait environ 1 000 $. Dans les années 80, dans le sud de la Floride, 1 kilo de cocaïne se vendait pour 80 000 $. Au départ, la cocaïne a commencé à entrer aux États-Unis par Miami. Ça a commencé avec 5 kilos, puis 100, jusqu'à ce qu'on parle en tonnes. Aux États-Unis, Pablo a développé la cocaïne à un niveau industriel, en termes de transport et de distribution, comme personne ne l'avait fait auparavant. Il a inondé notre pays avec sa cocaïne. À un moment, il détenait au moins 80% du marché aux États-Unis. Une réussite insolente qui suscite la convoitise des autres trafiquants. À commencer par celle qui a initié Escobar à la cocaïne, Griselda Blanco, de retour aux États-Unis après sa mise au vert colombienne. C'est une assassine, elle adorait faire tuer les gens. Pour n'importe quoi, pour le plus petit truc. Avec la Griselle, on ne passait pas à côté. On tuait n'importe qui, sous n'importe quel prétexte. Il suffisait d'un rien pour se faire tuer. Elle était impitoyable. Je l'ai toujours considérée comme une femme dans un monde d'hommes, dans une profession masculine. Alors elle devait être plus dure, plus violente, plus une tueuse que ses équivalents masculins. Les narcotrafiquants colombiens vont alors se livrer à une guerre sans merci pour prendre le contrôle de Miami. Griselda Blanco veut s'imposer par la force. Un de ses anciens partenaires va en faire les frais. Il y avait un problème avec ce mec. C'était un trafiquant de drogue de haut vol. Elle lui devait beaucoup d'argent. Mais il y avait aussi de l'animosité entre son organisation et la sienne. En l'éliminant, elle éliminait aussi sa dette.
Ils ont acheté un camion et l'ont renforcé avec de l'acier et des gilets pare-balles. Ils en ont fait un fourgon blindé. Il était équipé de 9 armes différentes. Pour marquer les esprits, Griselda a tenu à ce que l'exécution ait lieu en plein jour, dans un lieu public. La violence des règlements de compte entre cartels n'est plus seulement une affaire colombienne, elle s'exporte désormais aux États-Unis. En plein jour. Et c'est ce qui a marqué le début de ce qu'on a alors appelé la guerre de la cocaïne et les cow-boys de la cocaïne. On était très traditionnels, vous savez. En Colombie, on se comportait comme des cow-boys qui se tiraient dessus pour la cocaïne. Et là, on avait amené ça dans les rues américaines. Sauf que pour ces règlements de compte, nous n'étions pas sur des chevaux, mais dans des voitures au carrefour. Quelques minutes après la fusillade, la police gèle la scène de crime devant le magasin d'alcool pris pour cible. Sur le parking, ils découvrent le véhicule et les armes abandonnées par les tueurs. À l'intérieur, les corps du trafiquant et de son homme de main gisent à même le sol. Je pense que c'était le premier contact que les policiers de Floride avaient avec les cartels colombiens de la cocaïne. Miami n'était pas préparé à ça. On a vu une augmentation dramatique de la violence liée à la drogue dans ces années-là. C'est vraiment quand les Colombiens sont entrés sur le marché en Floride du Sud que la violence s'est développée. Cette violence à Miami, on pouvait en grande partie l'attribuer à Griselda. Dans cette nouvelle guerre entre trafiquants colombiens, Griselda Blanco se taille une réputation sanguinaire. Les autorités américaines lui attribuent près de 250 exécutions à Miami au début des années 80. C'était à un tel point qu'on avait parfois jusqu'à 3-4 morts par jour. Et il n'y avait pas assez de place dans les réfrigérateurs de la morgue de Miami. Miami faisait la couverture du Times avec le titre « Paradis perdu ». La une était sur ce déchaînement de violence à Miami. En 1982, le nouveau président américain Ronald Reagan ne supporte pas l'idée de cette violence importée d'Amérique du Sud. Il met alors tout en œuvre pour éradiquer le trafic de drogue en Floride. Et c'est ainsi que tout le sud de la Floride était envahi d'agents venant du FBI, du Bureau de lutte contre le trafic d'armes et de l'agence antidrogue. Nous avons eu droit à des ressources que nous n'avions jamais eues avant. The South Florida Task Force has been a clear and unqualified success. Since its inception, drug-related arrests in the area covered by the task force are up 27%. Drug seizures are up about 50%. The amount of cocaine by 56%. And the street value of all these drugs is estimated at more than an incredible $3 billion. L'argent de la drogue a fait Miami à cette époque. L'argent était blanchi dans les entreprises, les banques, et ces banques prêtaient l'argent à ceux qui investissaient dans des appartements, des résidences, des commerces. La skyline de Miami a été construite comme ça. Une ville construite grâce à l'argent de la drogue, des trafiquants qui s'entretuent en plein jour, la Floride s'est transformée en Far West et Griselda Blanco est devenue l'ennemi public numéro 1. En novembre 1983, Bob Palumbo est muté à Miami afin de tenter une nouvelle fois de l'interpeller.
Avec Griselda, c'était très difficile de faire parler un témoin. Les Colombiens ne se balançaient pas entre eux. En plus, elle faisait venir des tueurs de Colombie. Ils faisaient leurs coups, tuaient leurs cibles, puis repartaient par avion en Colombie. Donc on n'avait aucune piste, aucune empreinte enregistrée, aucune photo. Mais à force de vouloir éliminer tous ses concurrents, la trafiquante n'a plus aucun allié. Le clan Escobar veut sa peau, une situation qui va arranger les affaires de la police. Ils ont découvert qu'elle était liée au meurtre de leur cousine. Du coup, ils étaient tous après elle. Même ses propres hommes de main lui en voulaient d'avoir fait ça. Tout le monde était après elle à Miami et savait qu'elle était responsable. Elle ne pouvait pas revenir en Colombie, parce qu'elle avait des ennemis là-bas. Le cartel et les autres étaient à ses trousses. Griselda Blanco est une nouvelle fois en cavale, isolée et incapable de fuir les États-Unis. Bob Palumbo, lui, ne tarde pas à retrouver sa trace. Elle est allée en Californie, à Newport Beach. C'est là qu'étaient installés ses fils. Elle avait besoin de s'entourer de gens qui allaient la protéger et qui parlaient assez bien anglais pour pouvoir l'aider au quotidien. En Californie, la trafiquante veut relancer ses affaires. Mais coupée de son réseau colombien, elle cherche de nouveaux partenaires, une occasion rêvée pour l'agent Palumbo. En manipulant un proche de Griselda, il finit par entrer en contact avec la trafiquante et se fait passer pour un partenaire potentiel. Un ancien employé de Griselda, un mécanicien en qui elle avait confiance. Elle allait lui donner de l'argent. L'informateur organise un rendez-vous discret avec la trafiquante dans un hôtel. Bob Palumbo est là, planqué dans le hall, et découvre enfin le visage de cette femme qu'il traque depuis plus de 10 ans. C'était la première fois qu'un policier américain la voyait physiquement. Elle était déguisée. Elle avait une tête complètement différente de celle des photos qu'on avait vues. Elle ressemblait à une femme au foyer américaine, avec une perruque blonde. Elle portait une robe élégante. Et quand elle a marché vers nous, on ne l'a pas reconnue. On était assis sur un canapé au milieu du hall de l'hôtel. On était très excités. On savait qu'il fallait monter un dossier solide contre elle. On avait du mal à rester calme parce qu'on voulait vraiment la coincer. Puis son chauffeur et son garde du corps l'ont rejoint. Il portait un sac marron. Ils sont tous allés dans la chambre. « 20 minutes plus tard, Griselda Blanco quitte les lieux. Le policier rejoint alors l'informateur dans la chambre. Il avait enregistré toute la conversation. Elle lui a dit qu'elle dirigeait toujours le trafic. En fait, il y avait un demi-million de dollars dans le sac marron. Elle lui a dit de mettre cet argent à la banque Ganadero au Panama. L'étau se resserre autour de Griselda Blanco. Elle est placée sous surveillance, le temps de réunir d'autres preuves.
Quelques semaines plus tard, l'agent Palombo peut procéder à son arrestation. Ses cheveux étaient négligés. Elle avait l'air terrible. Pas de maquillage. Elle marchait avec son chien, un Rottweiler qu'elle avait appelé Hitler. On est allé à la porte d'entrée, la porte de derrière. On a fait ce que l'on appelle une vérification de sécurité pour être sûr qu'il n'y avait aucun homme armé. On est allé à l'étage vers les chambres. On a localisé la sienne. Elle était dans son lit, en train de lire la Bible. Je l'ai regardée, elle m'a regardé. Elle était surprise. Elle avait cet horrible regard qui disait qu'elle avait compris que le destin avait finalement frappé à sa porte et qu'il était l'heure pour elle d'être arrêtée. Je lui ai dit « Bonjour Griselda ». Elle m'a dit « Non, non, je m'appelle Betty ». Je lui ai dit « Non, je ne pense pas ». Et j'ai marché vers elle. Nous l'avons aidée à se lever. Puis je l'ai embrassée sur les 2 joues. Et elle m'a regardé, assez perplexe. Griselda Blanco est condamnée à 20 ans de détention aux États-Unis. Mais la police américaine n'en a pas fini avec les trafiquants colombiens. Le plus puissant d'entre tous, Pablo Escobar, est toujours très actif. Depuis 1981, il est sous le coup d'un traité d'extradition signé entre la Colombie et les États-Unis. Pour l'éviter, il n'a qu'une solution, obtenir l'immunité parlementaire en entrant en politique. Il est élu député en mars 1982. Pour la plupart des Colombiens, il n'est qu'un riche homme d'affaires. Ce jour-là, il est invité sur la pelouse d'un stade en remerciement de sa générosité. Señor congresista Pablo Escobar, a nombre de los barrios Nutivar y Fátima, hago entrega de esta bandeja como reconocimiento a su decidido apoyo. Muchas gracias, don Pablo. Depuis son entrée en politique, Escobar multiplie les investissements dans des associations. Il fait tout pour se construire une image d'homme d'affaires respectable et populaire. Pablo Escobar utilisait différents moyens de communication pour se présenter comme un entrepreneur, un éleveur, un constructeur. Un jour, il nous a dit « Bonjour, je suis Robin des Bois », parce qu'il volait les riches pour donner aux pauvres. Il volait les Américains avec la cocaïne et donnait aux pauvres en Colombie. Pablo Escobar aimait les miséreux, ceux qui vivaient dans les décharges et qui mangeaient la nourriture que rejetaient les camions d'éboueurs. Le patron leur a offert 450 maisons et des terrains équivalents à 5000 maisons. Estamos tratando de hacer una combinación también de lo social con lo deportivo y es por eso por lo que hemos empezado la construcción de un barrio para las soluciones de tugurios en la ciudad de Medellín. Il avait beaucoup d'influence. Il était très connu grâce à ce qu'il faisait pour les pauvres, comme construire des logements, des terrains de foot. Je pense que Pablo voulait devenir président de la Colombie. Et vous savez quoi? Avec un ego comme le sien, il aurait même voulu être président du monde. Escobar se croit intouchable. Mais ce matin-là, la une d'un journal le met dans une rage folle. La police vient de fournir à la presse une photo de lui lors d'une arrestation 7 ans plus tôt pour détention de cocaïne. Son image de mécène irréprochable est écornée. Quand la photo est sortie, le patron nous a envoyé acheter tous les journaux et menacer tous ceux qui les distribuaient. Tous ceux qui vendaient ce journal dans la région d'Antioquia étaient menacés d'exécution. Escobar essaie d'étouffer le scandale, mais il est trop tard. Son nom sera désormais associé au trafic de cocaïne.
Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Usted asegura que su dinero no es ilícito desde ningún punto de vista? Desde ningún punto de vista. Estamos siendo calumniados y agredidos por falsas informaciones y por palabras dañinas que lanzan contra nosotros nuestros enemigos políticos. Au même moment, le ministre de la Justice colombien, Rodrigo Lara Bonilla, part en guerre contre la corruption et les narcotrafiquants. Se trata de una escalada del narcotráfico con el propósito de derrumbar moralmente a la nación. Otro enemigo del cartel fue el ministro en sensacionales. Depuis des mois, il dénonce les activités criminelles d'Escobar. Et il vient juste d'obtenir la levée de son immunité parlementaire. Il a été humilié en plein congrès par le ministre Bonilla. Il a été humilié par d'autres membres du congrès et des politiciens. Pablo Escobar s'est vu retirer son immunité parlementaire et rejeté du congrès comme un chien. Il a été terriblement humilié par ça, mais c'était la vérité. Vous savez, Bonilla est le vrai héros de la Colombie, parce qu'il a eu les tripes de s'opposer à lui et de faire ce qu'il fallait. Le ministre a Escobar dans sa ligne de mire, et il est déterminé. Quelques mois plus tard, il démantèle devant les caméras de télévision un laboratoire de cocaïne appartenant au cartel de Medellín. Esta es una operación que ha tenido un resultado inmejorable y que hay que abonársela a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas y que da una idea de la dimensión del problema del narcotráfico en el país. Cette fois, Pablo Escobar est contraint de démissionner du Congrès. Son ambition politique est anéantie. Pablo Escobar a été victime d'une attaque en règle. Faire tomber un important laboratoire de cocaïne leur a permis de montrer qu'il était un grand trafiquant, surtout avec le nombre d'avions et la quantité de cocaïne retrouvée dans ce laboratoire. Ça fait scandale à l'époque. Le laboratoire de Tranquilandia était le plus grand du monde. Puisqu'il n'est plus respecté par les politiques colombiens, Pablo Escobar a décidé de les traiter comme ses concurrents. Pablo Escobar était le roi de la rue. Il s'est donc mis à parler avec le langage qu'il connaissait le mieux, les balles. Il a ressorti son slogan « Plato o lomo », de l'argent ou du plomb. Vous voulez de l'argent en billet ou vous voulez une balle de plomb? Les gens le savaient, c'était quelqu'un d'effrayant, vous savez. Il n'hésitait pas à tuer. Ce jour-là, le ministre Bonilla doit s'envoler pour Prague, où il a obtenu un poste d'ambassadeur loin du terrible cartel de Medellín. Mais Escobar ne va pas le laisser partir aussi facilement. Pablo Escobar était un meurtrier. Si les politiciens ne l'acceptaient pas parmi eux, ils les feraient tous assassiner. On a donc exécuté Bonilla. Deux hommes sur une moto lui ont tiré dessus. Comment pouvez-vous tuer le ministre de la Justice pour une simple histoire d'extradition? C'est quelque chose que l'on n'avait jamais vu avant. L'assassinat du ministre de la Justice choque la société colombienne. Désormais, seul contre tous, Pablo Escobar bascule dans l'ultraviolence et déclare la guerre au gouvernement. Le 6 novembre 1985, Bogota est en état de siège. La police et l'armée colombienne viennent de lancer un assaut. Une trentaine de guerrieros communistes ont envahi le palais de justice. Ils sont retranchés à l'intérieur avec 350 otages, dont des juges de la Cour suprême. Ce que les autorités ignorent,
c'est que le commanditaire de cette attaque n'est autre que Pablo Escobar. Pablo Escobar était un prédateur de la justice colombienne. Il a financé la prise du palais de justice en 1985. Il l'a revendiqué avec joie. Il a payé un groupe de guérilleros pour lancer l'attaque. Ils y sont allés et ils ont tout incendié. Mais leur objectif prioritaire, c'était de détruire la salle d'épreuve qui contenait tous les documents à charge contre Escobar. Il y a un lien évident entre le narcotrafic et ce qui s'est passé au palais de justice. Parce qu'ils ont brûlé les archives de tous les procès en cours concernant les délits politiques et le crime organisé. Attaquer la Cour suprême pour détruire des preuves, c'est du jamais vu. Mais voilà le genre de type que l'on avait en face de nous. Il pensait qu'il était plus important que la justice, que le bien et le mal, plus important que n'importe qui d'autre. L'affrontement va durer plus de 24 heures. À l'issue des combats, tous les guerrieros sont tués et la majorité des otages libérés. Mais le bilan est lourd. Une centaine de morts. Parmi eux, 11 magistrats. El cartel ha ocasionado una de las más sangrientas olas de violencia jamás vividas en el país. En los últimos 3 meses, 370 atentados terroristas han dejado cerca de 200 muertos. La Colombie vit désormais sous le règne de la terreur, imposée par Pablo Escobar. Ce jour-là, une bombe de 500 kilos cachée dans un bus vient de souffler le bâtiment des services de renseignement colombiens. L'explosion a fait 52 morts. C'est pour ça qu'on considère Pablo Escobar comme l'inventeur du narcoterrorisme. Nous n'avions jamais vu des voitures piégées avant. Personne n'avait vu ça de la part de narcotrafiquants. On a commencé à voir fleurir des mises à prix sur les têtes des policiers. Plusieurs centaines de dollars pour un policier tué par un sicario. On estime entre 10 à 15 000 le nombre d'innocents tués. Et beaucoup sont morts parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Pendant ce temps, les trafics continuent et la cocaïne fait toujours des ravages aux États-Unis. Les Américains font de Pablo Escobar leur nouvelle cible prioritaire. Raver Peña, un agent de la DEA, est envoyé en Colombie. Tous les efforts ont commencé à se concentrer sur Pablo Escobar. La Colombie et les États-Unis ont créé un programme commun, appelé Tête pensante. Et c'était super, parce que les États-Unis ont fourni à la Colombie beaucoup d'informations qui venaient d'Europe sur le cas d'Escobar. Dès son arrivée en Colombie, la DEA frappe fort. Des cargaisons de drogue sont saisies, de grosses sommes d'argent sont confisquées et plusieurs hommes d'Escobar arrêtés. Le baron de la drogue se sent menacé par les Américains, alors il va tenter un coup de poker. Le 16 décembre 1989, Patricia Echevarria, membre d'une puissante famille colombienne, est attaquée par un groupe d'hommes armés alors qu'elle fait ses courses avec sa fille. Il y avait beaucoup d'hommes. Ils nous ont dit « Ceci est un enlèvement politique. C'était pour l'extradition. Si le gouvernement n'arrête pas l'extradition, nous vous tuerons. Ce sont les ordres de Pablo Escobar. » Pablo Escobar a perfectionné ce terrorisme. Vous savez, on a vu des enlèvements de politiciens, de juges, de maires, de journalistes. Il kidnappait les gens pour les convaincre, eux ou les politiques, d'œuvrer en sa faveur et d'arrêter l'extradition. Quelques heures plus tard, la mère et sa fille sont séquestrées dans une maison à l'extérieur de la ville.
C'était une chambre de fillettes, avec les murs roses, avec des dessins de petites filles. Et on savait que nous étions proches d'un aéroport, car nous entendions les avions. Ils ne nous ouvraient pas la fenêtre, elle était fermée. Il y avait un rideau devant. On ne pouvait jamais voir dehors du coup. Jamais. Elles vont rester enfermées 1 mois dans cette chambre, jusqu'à ce que les ravisseurs viennent les voir. Ils nous ont dit « Nous allons vous faire sortir demain ». Ils nous ont donné des documents. Ils voulaient que nous sortions avec ces documents comme un acte public qui montre leur bonne volonté. Escobar les épargne afin qu'elles délivrent un message au gouvernement. Le chef du cartel se dit prêt à renoncer à la violence et même au trafic de drogue en échange d'une amnistie. Après plusieurs mois de négociations, le 19 juin 1991, Pablo Escobar se rend aux autorités. Sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement colombien a accepté les conditions du trafiquant. Des conditions qui ne vont pas plaire aux Américains. Je pensais que c'était une très bonne chose que le plus grand trafiquant de cocaïne au monde aille en prison. Mais je ne connaissais pas les circonstances. Quand j'ai vu au bureau de la DEA et à l'ambassade le sentiment de déception, de désespoir et de défaite, j'ai regardé ces gens et j'ai dit « Mais vous savez qui il est, n'est-ce pas? Ça y est, il est en prison. » Et j'ai compris plus tard que ce n'était qu'une farce. Car Pablo Escobar a réussi à imposer toutes ses exigences au gouvernement colombien, à savoir rester dans son pays et être incarcéré dans une prison qu'il construira lui-même. Une prison, ou plutôt un nouveau quartier général pour le cartel de Medellín. Escobar est descendu de l'hélicoptère. Il a rencontré le directeur, ils se sont salués, puis ils se sont rendus dans une pièce où Escobar a sorti son arme et l'a déchargée. Après l'avoir remise, il a crié « Vive la Colombie !» Il n'avait pas peur d'aller en prison, parce qu'il avait construit sa propre prison. Il pouvait en sortir à tout moment. Notre présence là-bas était une manière de nous moquer des gouvernements colombiens et américains, de la CIA et de la DEA. Il était surveillé par ses propres sicarios du cartel de Medellín. Il a également obtenu qu'aucun officier de la police nationale ne puisse s'approcher à moins de 5 km de la prison. Surnommée la cathédrale, cette prison nichée dans les montagnes et surplombant Medellín n'est rien d'autre qu'un hôtel de luxe. La cellule du patron avait une cheminée, une cuisine. Elle avait aussi une salle à manger, un bureau, une garde-robe, un jacuzzi. Il y avait des billards, un gymnase et il y avait même un terrain de football. Notre plus grand luxe, c'était un chef qui nous servait une nourriture délicieuse. Il y avait aussi beaucoup de femmes, des reines de beauté. Il y avait même une petite discothèque où on pouvait boire de la bière. L'endroit était merveilleux. Depuis sa cathédrale, le prisonnier Escobar gère son empire. L'argent, les exportations de drogue, mais aussi les assassinats. Nous avons tué des partenaires de Pablo Escobar qui l'avaient trahi. Nous les avons torturés et brûlés à l'intérieur de la prison. Pour le gouvernement colombien, c'est une violation des accords passés avec Escobar. Il sera donc transféré dans une vraie prison. L'armée est envoyée à la cathédrale, mais Escobar, alerté, n'est déjà plus là. Quand des hommes ont encerclé la cathédrale, le patron a décidé de partir et on est parti pendant la nuit. Quand on a reçu l'appel cette nuit-là, vous savez quoi? J'étais content, très content qu'il se soit échappé. Pourquoi? Parce que ça nous donnait une nouvelle chance de l'attraper.
Dans les mois qui suivent, le fugitif multiplie les actes de violence. À distance, il ordonne l'assassinat de tous ceux qui se mettent en travers de sa route. Des candidats à la présidence du pays, le procureur général en exercice, des magistrats, des ministres, des journalistes, des directeurs de journaux, des militaires et plus d'une centaine de policiers ont été sacrifiés par cette organisation criminelle. Face à cette situation, le gouvernement national a créé le bloc de recherche. Le bloc de recherche est une unité d'élite dédiée à la traque d'Escobar. À sa tête, le colonel Hugo Martinez, soutenu par les agents américains, Murphy et Peña. C'étaient des pros. Ils nous ont aidés en nous fournissant des informations et des moyens. Plus de 800 personnes ont témoigné. Il y avait des récompenses allant jusqu'à 5 millions de dollars. Donc on échangeait ces informations avec le bloc de recherche. Javier et moi, nous avons décidé de vivre avec ces gars. Nous allions manger, boire avec eux, souffrir et affronter les mêmes difficultés, les mêmes dangers. Enfin, peut-être pas autant qu'eux. C'était très organisé. Le colonel Martinez était un très bon chef. L'activité du bloc, c'était 24 heures sur 24. On s'arrêtait jamais. On pouvait pas. Si on s'arrêtait, quelque chose de grave arrivait. Les bombes, les policiers abattus. Pas un seul jour sans qu'un policier soit tué ou blessé. Et tout ça nous affectait. Après des mois d'écoute, de filature et d'interrogatoire, les hommes du bloc finissent par retrouver la trace d'Escobar. L'équipe de recherche m'informe qu'ils l'ont localisé. J'ai donné l'ordre de lancer l'opération. La planque d'Escobar est située dans l'ouest de Medellín. C'est le major Hugo Aguilar qui est en charge de cette opération délicate. Il a pour instruction de le capturer vivant. L'assaut est lancé en plein après-midi. Mes mains ont commencé à s'engourdir à cause de la peur. Mais on ne pouvait plus faire marche arrière. On entre discrètement, on vérifie le salon. Rien. On vérifie la cuisine, la chambre de bonne. Pablo Escobar était au téléphone, on pouvait entendre sa voix. Quand j'ai commencé à monter l'escalier, je l'ai entreaperçu. Il s'est retourné, il m'a vu, il a dit « Là, quelqu'un monte !» Il a lâché son téléphone, il a sorti son flingue et a tiré 4 fois sur moi. Il a ensuite couru vers la fenêtre et il nous a tiré dessus une dernière fois. J'ai visé ses côtes, j'ai tiré en plein cœur et il a disparu sur le toit. Je sors la tête, je jette un coup d'œil furtif et je le vois allongé. Il était au sol, le pistolet dans la main droite. Je m'approche de lui en le pointant avec mon flingue. J'écarte son flingue avec la pointe du pied. On me demande si c'est Pablo Escobar, je confirme. Je prends ma radio et je crie « Vive la Colombie, Pablo Escobar est mort !» J'étais dans le bureau du colonel Martinez quand le major Aguilar a appelé pour dire « Vive la Colombie, Pablo est mort ».
Nous étions incroyablement heureux, parce que cette chasse à l'homme était enfin finie. Ce jour-là, l'un des hommes les plus démoniaques que la Terre n'ait jamais porté a eu ce qu'il méritait. Le plus grand trafiquant de cocaïne est mort. Mais cela suffira-t-il à endiguer le trafic de drogue international? Après la chute des Colombiens, ce sont les Mexicains qui s'emparent du trafic, sous le règne du plus terrible d'entre eux, Joaquim Guzman, surnommé El Chapo, le trapu. Il a grandi dans la région pauvre et oubliée de Sinaloa, proche de la frontière américaine. Quand il a commencé à trafiquer de la drogue, il était d'un niveau social très bas. Il était très ambitieux et il a commencé à vouloir écouler la marijuana et la cocaïne via Tijuana. Il voulait devenir un leader. Dans les années 80, El Chapo est recruté par le plus grand parrain mexicain. Et c'est lui qui va avoir une idée révolutionnaire pour acheminer la drogue vers les États-Unis, construire des tunnels sous la frontière. Chapo Guzman était connu comme le roi des tunnels. Ces tunnels avaient des systèmes d'aération, de la lumière et grâce à eux, il pouvait acheminer des tonnes de cocaïne et d'autres drogues aux États-Unis. Dans les années 90, quand les parrains colombiens de la drogue tombent les uns après les autres, une multitude de cartels mexicains voit le jour et El Chapo crée sa propre organisation dans sa région natale, à Sinaloa. C'est une personne que tout le monde regarde comme un exemple, car il est parti de rien et il est devenu un multimillionnaire. Pour beaucoup, c'était un honneur de travailler pour El Señor. Parce que le gouvernement mexicain a oublié que la forêt de Sinaloa fait aussi partie du Mexique. Le gouvernement a oublié qu'il se devait d'y faire construire des écoles, d'y créer de l'emploi et de faire en sorte que cette région devienne productive. Parfois, on s'en prend à une personne sans savoir ce qu'elle représente et ce qu'elle a accompli. El Chapo a commencé à être dans le radar de la DEA après la formation du cartel de Sinaloa. Et on a établi en 1993 qu'il avait 5 tonnes de cocaïne stockées au Guatemala avec des milliers de kalachnikovs importés illégalement. Arrêté en 1993, il est incarcéré dans une prison de haute sécurité pour son implication dans une fusillade à l'aéroport de Guadalajara. Un cardinal a malencontreusement été tué dans ce règlement de compte entre cartels dont El Chapo était la cible. Face aux menaces de ses concurrents, la prison de Puente Grande est devenue son refuge. El Chapo achète les gardiens et les dirigeants de la prison. Il est ici chez lui, à l'abri, et décide de tout. Ce jour-là, nous avions rendez-vous avec El Chapo à 10 h du matin, mais nous avons commencé à 11 h du soir. Il nous a proposé de boire quelque chose, si nous voulions un rafraîchissement ou un café, des chips, un sandwich. Je lui ai demandé « Pourquoi commençons-nous à cette heure-ci » Et très calmement, il m'a répondu « Aujourd'hui, j'ai eu une visite conjugale. Après ma visite, je suis allé au hammam.
Et ensuite, j'ai fait une petite sieste, afin de pouvoir vous accueillir comme il se doit. Ça vous va? Il était clair que c'était lui qui dirigeait l'endroit, et non l'autorité officielle. El Chapo se faisait porter à boire, à manger, de la drogue, des femmes. Il recrutait des femmes jeunes et belles. C'étaient ses employés domestiques, ses cuisinières ou ses assistantes sociales. Il les avait ainsi à disposition. Il avait une sorte de harem à Puente Grande. Les grands délinquants comme lui ne pourraient rien faire sans la complicité des hautes autorités. Elles sont de mèche, et cela tout le monde le sait. Il y a beaucoup de corruption au Mexique. Pendant 7 ans, El Chapo gère ses affaires depuis sa cellule. Mais depuis peu, le cartel du Golfe, une organisation concurrente, commence à l'inquiéter. Ils devenaient plus puissants, plus nombreux. Ils s'attaquaient au territoire d'El Chapo, du cartel de Sinaloa. Alors évidemment, ce n'était pas facile pour lui de diriger le cartel depuis sa prison. Il est temps pour lui de revenir sur le terrain. Avec la complicité de l'administration pénitentiaire, il met en place son évasion. Quelques mois plus tard, El Chapo est de retour dans son ranch. À ses côtés, le directeur de la prison de Puente Grande. Il a démissionné quelques mois avant l'évasion d'El Chapo pour ne pas être impliqué. Il était déjà à son service. Et lorsqu'il a démissionné, il a quitté la prison pour entrer directement au service d'El Chapo. Sans perdre de temps, El Chapo lance une opération pour reconquérir son territoire. Mais il ignore que le cartel du Golfe est devenu très puissant. Il a recruté de violents mercenaires, la milice Los Zetas. C'est véritablement la création d'un groupe criminel qui a une mission de servir de bras armés, de servir de sous-traitants armés. C'étaient des militaires professionnels. Donc les gens d'El Chapo ont été massacrés. C'étaient des petits membres de gangs face à des soldats d'élite. Et ils les ont tous achevés. Il ne s'agit plus là de petits affrontements entre gangs. C'est une guerre sans limite qui s'annonce et la flambée de violence va s'étendre à tout le pays. Vous allez avoir un recrutement de déserteurs, pas d'anciens militaires, de déserteurs. Vous avez même des recrutements qui se font par voie d'affiches que j'ai vu placardés sur le périphérique de Mexico City. Tu es soldat mexicain, tu n'es pas considéré par tes chefs, tu manges mal, tu es maltraité, rejoins-nous. On leur propose des soldes ou des payes tellement énormes qu'ils ne peuvent pas y résister. Le recrutement de militaires a aggravé les pratiques meurtrières. C'est là que les bains de sang ont commencé. En 2006, le nouveau président mexicain Felipe Calderón se retrouve à la tête d'un pays totalement déstabilisé par la guerre des narcotrafiquants. Quand j'arrive à la présidence, ce n'était pas la drogue la préoccupation principale de mon mandat. Le principal problème auquel nous étions confrontés, c'était l'insécurité dans certaines zones du pays. Les forces de sécurité civile sont totalement dépassées par cette violence qui est une spirale mais ascendante. C'est du jamais vu pour moi, jamais vu. On est quand même dans des bandes armées qui ont suffisamment de force pour s'opposer
à des forces de sécurité civile, donc à la police d'un État. Il y a des convois de policiers qui sont attaqués. On a des policiers qui sont cagoulés pour ne pas être identifiables parce que si jamais ils sont mêlés dans un contact avec un cartel, ils risquent d'être identifiés et abattus ensuite chez eux, leurs familles menacées, leurs familles également abattues. Pour le président mexicain, il est donc urgent de réinstaurer l'ordre dans le pays. Los cuerpos de seguridad de la Federación mantendrán una estrecha colaboración con los gobiernos estatales para hacer que prevalezca la legalidad por encima de la violencia en donde se requiera en todo el país. Estamos decididos a recuperar la seguridad en toda región que se vea amenazada por la delincuencia y el crimen organizado. La police ne suffit plus à lutter contre les trafiquants. Alors il mobilise l'armée pour couper la tête des réseaux, mais la situation ne va faire qu'empirer. Quand il a commencé à faire tuer ou capturer plusieurs barons de la drogue, les cartels se sont fragmentés en petits groupes et se sont engagés dans un conflit destructeur, les uns contre les autres, pour le contrôle du territoire et les routes d'acheminement de la drogue. Cela a provoqué une énorme violence au Mexique. Le plan Calderón vire au fiasco. Dans tout le pays, la violence redouble et le trafic d'armes explose. Cette ruée sur les armes va donner une idée aux Américains. En septembre 2009, l'ATF, le bureau chargé de contrôler l'alcool, le tabac et les armes, lance l'opération Fast and Furious pour tendre un piège aux trafiquants mexicains. Fast and Furious était une opération dans laquelle on facilitait la vente sur le marché civil d'AK-47, de fusils et de pistolets aux hommes des cartels mexicains. L'idée était de pouvoir ensuite les tracer. On allait chez les armuriers, on repérait ces hommes quand ils venaient pour acheter 10, 15, 20, parfois 40 AK-47, les chargeait dans leurs véhicules et les emmenait vers leurs entrepôts sécurisés. Puis on rentrait chez nous, au bureau. On laissait juste les armes partir. Grâce aux puces qu'ils ont installées sur certaines armes et aux numéros de série, les agents retracent leur parcours et ils espèrent ainsi localiser les trafiquants. On retrouvait ces armes sur des scènes de crime dans le Sinaloa, proche de la frontière américaine. Il y avait un nombre incalculable de crimes. Durant la deuxième partie de Fast and Furious, ce n'était pas inhabituel de voir 6, 10, 12 personnes tuées d'un coup. En réalité, cette opération Fast and Furious n'a fait qu'augmenter la force de frappe des organisations criminelles au lieu de les tracer et d'identifier leur zone d'intervention. Car en 15 mois, sur les 2400 armes passées entre les mains des trafiquants, plus de la moitié ont échappé à la surveillance des agents américains. Pire, elles n'ont jamais permis d'arrêter un seul chef de cartel. L'opération est un désastre. Je me sentais terriblement mal. Tout au long de cette opération, je le vivais mal. Je pouvais voir ce qu'il se passait et j'en ai parlé autour de moi, à mon groupe, à mes supérieurs, aux gens de ma division, parce que tout ce que l'on faisait, c'était alimenter la violence. Et dans cette escalade de la violence, en décembre 2010, un douanier américain est abattu à la frontière avec une des armes sous surveillance. Le scandale est tel que le Congrès américain déclenche une enquête. December 15th of 2010, Brian Terry is murdered with weapons found at the scene that came from Fast and Furious. Allowing guns to walk, whether in this administration or the prior one, is wholly unacceptable. Now, to be sure, stopping this dangerous flow of weapons is a laudable and critical goal, but attempting to achieve it by using such inappropriate tactics is neither acceptable nor excusable.
L'enquête du Congrès a mis en lumière l'opération Fast and Furious. C'est comme ça que le gouvernement mexicain l'a découvert, et cela a créé un contentieux diplomatique entre le Mexique et les États-Unis. Ce fut une opération désastreuse menée par les États-Unis. Mon gouvernement exigeait des États-Unis qu'il arrête ce trafic d'armes à destination des criminels mexicains. Pendant ce temps, les affaires d'El Chapo prospèrent. Il est désormais multimilliardaire. Son organisation distribue de la drogue sur toute la planète, et notamment en France. Il fournit entre 60 et 70% des drogues consommées aux États-Unis. Et il est présent dans au moins 40 autres pays. Donc, il est bien plus puissant que ne l'était Pablo Escobar. C'était une multinationale construite en seulement 12 ans. Mais pour asseoir son pouvoir, le roi des narcotrafiquants doit constamment repousser les assauts de ses concurrents. Ce jour-là, il a ordonné l'exécution de 23 membres des Zetas, ses ennemis jurés. Certains sont pendus et exhibés sur la place publique. On cherche à créer un climat de terreur en donnant le plus de publicité possible à ces actes de barbarie. Le plus violent est celui qui montre qu'il a le plus de force, le plus de présence. C'est le chef du territoire. Et donc le groupe d'en face réplique avec encore plus de violence. 9 jours plus tard, les médias sont prévenus par un coup de téléphone anonyme. Les Zetas ont répliqué. 49 corps décapités sont retrouvés au bord d'une route. Une autre pratique est devenue très à la mode, la décapitation. La décapitation comme instrument de terreur pour faire régner la peur chez les rivaux et dans les institutions d'État. Et après la décapitation, on est passé au démembrement des corps. Vous avez également d'autres stratégies, c'est-à-dire la disparition pure et simple de la personne. Donc vous allez avoir des gens qui vont être enterrés dans des tombes clandestines ou dans des charniers. Et puis vous allez avoir on parle beaucoup de hauts fourneaux, on parle également de pozzoleros, ces fameux marmitons qui vont faire disparaître les corps des victimes dans des mélanges chimiques. En quelques années, le Mexique est devenu le pays le plus meurtrier au monde, derrière la Syrie. Et pour les autorités, un homme est responsable de tout cela. El Chapo. On disait que c'était l'équivalent d'Oussama Ben Laden, mais dans le milieu de la drogue. Oussama Ben Laden était l'homme le plus recherché au monde, l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Lorsqu'ils l'ont abattu, le suivant sur la liste, c'était El Chapo Guzman. En février 2014, après 13 ans de cavale, El Chapo est enfin interpellé par les autorités mexicaines. Cette fois, il est immédiatement transféré dans une prison de haute sécurité. Personne n'a jamais réussi à s'échapper de là. Il y avait un système de surveillance spécial 24 heures sur 24. Il y avait des caméras dans sa cellule et dans tout le périmètre. On a mis un bracelet électronique à El Chapo, le plus sophistiqué du pays. El Chapo a dit au directeur de la prison « Mettez mon 2 si vous voulez ». À son arrivée, le baron de la drogue ne semble pas craindre les extrêmes conditions de sa détention. Et pour cause. Ce soir-là, la caméra de surveillance filme sa cellule.
Peu avant 21 h, El Chapo disparaît dans sa douche. Il n'en reviendra jamais. L'alerte est donnée au bout de 30 minutes. Mais il est déjà trop tard, le roi de l'évasion a disparu. Le lendemain, la police découvre avec stupéfaction que sa douche n'est plus qu'un trou béant, avec une échelle qui aboutit à un tunnel long de plus d'1 kilomètre. Chapo Guzman est allé prendre sa douche. Il est descendu par une échelle de bois. Il est monté sur une moto. Il a traversé le tunnel sur un rail jusqu'à une maison en construction. Une deuxième évasion spectaculaire, et une nouvelle fois, El Chapo a bénéficié de la complicité de l'administration pénitentiaire. Quand ces hommes creusaient le trou à travers sa douche, il y avait beaucoup de bruit, mais les autorités n'ont rien fait. Même les prisonniers se plaignaient du bruit. Ça faisait boum, boum, boum. Il est de notoriété publique qu'El Chapo est un spécialiste des tunnels. Il aurait fallu prendre la mesure de sécurité élémentaire de le placer dans une cellule au premier étage et non au rez-de-chaussée. Mais cette fois-ci, cette cavale ne va pas durer très longtemps. Six mois plus tard, El Chapo est arrêté et extradé aux États-Unis pour y être jugé. El Chapo s'est échappé 2 fois des prisons mexicaines. Donc les mesures prises dans sa prison à New York sont extrêmes. Le fait que les jurés soient anonymes veut dire que les autorités américaines ne minimisent pas le pouvoir qu'a encore le narcotrafiquant. La capture d'El Chapo était une grande victoire morale pour le Mexique et les États-Unis. Mais cela n'a pas eu d'impact sur le cartel de Sinaloa. Quel que soit l'avenir judiciaire d'El Chapo, une seule certitude. Le cartel de Sinaloa et ses concurrents vont continuer à prospérer. Couper la tête d'un cartel n'a jamais été une solution. Quand vous arrêtez un chef, il y a 5 lieutenants très bien entraînés, très disciplinés, qui vont à leur tour devenir chefs. Il y aura peut-être des luttes entre eux et des guerres, peut-être une dilution du pouvoir, mais le business ne cessera pas. Le flot de drogue ne se tarira pas, la production non plus, et bien sûr, les consommateurs continueront d'obtenir leurs produits. Le président Bill Clinton et le président Bush, et spécialement le président Obama, ont eu au moins l'honnêteté de reconnaître que le problème de violence au Mexique avait son origine dans la consommation de drogue aux États-Unis. Le gouvernement mexicain semble impuissant face à cet état dans l'État, et la consommation de cocaïne ne cesse d'augmenter dans le monde.